Tête de lecture, pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. Ce soir, nous recevons Angèle Canu, comédienne, avec qui nous allons parler de lecture de pièces à voix haute et de théâtre itinérant à travers la pièce Mauvaise Pichenette. Chez Tête de lecture, vous vous en doutez, on aime bien la lecture. Alors, quand on entend parler d'une pièce de théâtre lue par le public, on s'empresse d'aller voir ça de plus près. Et on n'a pas été déçus. Une actrice qui se transforme en guide et nous invite à lire le texte de la pièce pour petit à petit nous prendre au jeu. Un jeu où on ne peut pas perdre, où les erreurs n'existent pas, où l'on peut lire en solo ou à plusieurs et bafouiller à voix haute, buter sur les mots, mais surtout s'amuser. Et tout en prenant part à la pièce, on prend part aussi au débat très politique que lance l'histoire. L'histoire d'une soirée pendant laquelle tout bascule dans la ferme des Babst. Anna s'oppose violemment à sa famille quand un petit groupe d'adolescents mineurs isolés est accueilli par son village dans son ancienne colonie de vacances. La colère d'Anna affronte les idées de son frère et les valeurs de sa mère. La montée des idées politiques fascistes guette, l'explosion est inéluctable. Voilà pour le résumé de la pièce, mais sur la scène, il y a une comédienne, une mise en scène, des décors, de la musique, bref, de la vie, et c'est de cette expérience-là dont on va parler avec notre invité. Vous nous écoutez en podcast sur Apple, Deezer et Spotify, et vous nous regardez sur YouTube, vous avez le programme, c'est parti. Bonjour Angèle. Bonjour Dimitri. Tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Ouais, ça va très bien. Une pièce qui met en avant la lecture dans Tête de lecture, on est ravis là, je t'avoue. Ouais, j'imagine. J'aimerais te poser une question qu'on pose souvent dans l'émission et qui me semble essentielle pour comprendre ce qui se passe dans Mauvaise Pichenette. C'est quoi la première image que vont voir les spectatrices ? La première image que vont voir les spectatrices. Ouais. Alors c'est un petit peu particulier ce spectacle. D'ailleurs, on pourra discuter de si on appelle ça un spectacle vraiment ou pas. Ouais. Ce dispositif, en tout cas. Quand les spectatrices arrivent, ils ne rentrent pas tout de suite dans la pièce, dans le lieu de la représentation, de la lecture. Ah. Ils sont accueillis d'abord dans un petit endroit où va leur être donné le mode d'emploi de l'expérience qu'ils et elles vont vivre. Et donc, ils sont accueillis par un ou une comédienne qui va leur faire lire ce mode d'emploi. Et puis ensuite, ils rentrent dans la pièce dans laquelle se déroule la lecture. Et là, quand ils arrivent, ils sont dans une salle qui fait environ 6 par 7 mètres à peu près. Et c'est une salle dont les murs sont recouverts de texte. Le texte de la pièce est le décor de la pièce. D'accord. À peu près. Ouais, donc il y a des pans de texte écrits partout. Oui, qui vont du plafond au sol, sur les quatre murs de la salle. Et sur Mauvaise Pichenette, il y a aussi au centre de la salle une table avec des objets posés dessus. Voilà. Donc en fait, quand on entre, on est quelque part dans le décor de la pièce, on est dans la pièce. Oui. Oui, en fait, tu nous entraînes à des endroits et on lit le texte à voix haute, en fait. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Ouais. Mais effectivement. C'est pas une lecture silencieuse, Non. très intérieure. Mauvaise Pichenette, je le disais tout à l'heure, ça raconte l'histoire d'Anna qui se dispute avec sa mère Doris et son grand frère Greg. C'est pas une dispute anodine. Hein. On comprend vite dans l'histoire que Anna, elle a participé le soir même à une ratonnade. Hein. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais elle a roué de coups un jeune mineur isolé qui a perdu un œil à cause de ça. Et Anna, pour se défendre, elle parle d'une mauvaise pichenette. On est sur un sujet fort. On est, par ce dispositif particulier, au cœur de la dispute. Je rappelle que c'est une pièce qu'on peut voir à partir de 14 ans. Comment il réagit, le public, et notamment le jeune public, quand il vit ce moment-là ? C'est quoi les échos que tu as de ça ? Il y a deux discours qui se confrontent dans cette pièce. Il y a le discours d'Anna, qui est un discours très radical, qui est dans la colère, beaucoup, dans la confrontation, qui est très vindicative avec son frère et sa mère. Ouais. Et le public, lui, porte le discours inverse d'Anna, qui est un discours plutôt humaniste, dans une volonté d'accueil, de solidarité.
Donc déjà, ils sont dans la bonne position. Oui, oui. Et ça, c'était important pour nous. Ah oui. Mais du coup, ça leur fait du bien aussi de nous rentrer dedans, de nous confronter. C'est quelque chose qui leur fait du bien, quoi. Alors il y a des moments qui sont parfois difficiles à recevoir. On peut pas comme on lit le texte, des fois ils ont vraiment envie d'être un petit peu plus, de nous rentrer dedans un petit peu plus. Mais ils le reçoivent comme de la façon dont c'est écrit, de manière très brute. Ouais. Et c'est vrai que du coup, ça génère beaucoup de questions chez les spectateurs et chez les spectatrices. Il est très fort, ce texte. Il y a plein de gens qui pleurent pendant le spectacle, ouais. Ouais. Parce que, ouais, on se demande qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui, quoi, du discours porté par Anna, qui est un discours, nationaliste, raciste, fasciste par moments, ouais. Et en même temps, ce personnage d'Anna, c'est intéressant parce que en creux, on comprend qu'elle porte de nombreuses colères en elle, en fait. Oui. Et certaines, elles sont légitimes. Bien sûr. Mais elle mélange tout. À un moment, elle dit ok, c'est un peu débile de lui avoir abîmé l'œil. Donc, elle parle de cette personne qu'elle a agressée. Mais quand Arthur a perdu le sien en manif il y a 5 ans, personne n'a fait une enquête. On sent que derrière, il y a des choses qui reviennent. On sent qu'elle a subi, elle a souffert aussi d'injustice, elle aussi. Oui, non, mais il y a plein de mille raisons à la colère d'Anna. Et ce qui est génial avec ce dispositif-là, c'est que quand bien même les spectateurs, les spectatrices, lectrices, à la fin du spectacle, de l'expérience, sont hyper énervés contre Anna, ils et elles arrivent toujours à l'expliquer. En tout cas, on fait toujours l'effort d'essayer de la comprendre. De pourquoi elle en arrive là, quoi. Et oui, il y a plein de raisons à sa colère, et c'est tout l'enjeu justement de ce dispositif-là, de la rendre humaine et de faire dialoguer les participants avec elle, et d'essayer de comprendre comment on peut faire ensemble pour qu'elle voit les choses autrement. En fait, on devient nous aussi comédiens ? Oui, alors en fait, donc l'idée du kilt, puisque c'est le nom du dispositif en fait qui a été adapté pour le texte Mauvaise Pichenette, puisque c'est un dispositif qu'on a décliné sur plusieurs textes. Et l'idée de ce dispositif, c'est d'inviter un groupe de spectateurs, spectatrices à lire de manière collective un texte de théâtre, guidé, accompagné par un comédien ou une comédienne. Voilà l'idée du kilt. Oui, kilt, c'est un diminutif, c'est qui lira le texte. Hein. Oui, c'est ça. Avec K-I-2-L-T, qui lira le texte. Alors, qui lit le texte alors ? Alors, qui lit le texte ? Eh ben, c'est l'ensemble, le groupe de spectateurs, spectatrices, qui n'est pas d'ailleurs préparé à la lecture de ce texte, mais qui le découvre dans le dispositif, dans ce décor-là, en arpentant la salle et à l'aide du comédien, de la comédienne, qui le guide, qui l'emmène d'un morceau de texte à un autre, d'un bout à l'autre de la pièce, puisqu'en fait le texte est écrit à la fois sur les murs, mais aussi sur des objets, donc on ne sait pas à l'avance où le texte va être inscrit. C'est le comédien, la comédienne qui amène les spectateurs, les spectatrices à l'endroit où se passe la scène, la réplique d'après. Et donc, les gens sont invités à donner la réplique aux comédiens, aux comédiennes. Il faut jouer un peu. Oui, enfin, il faut. En tout cas, on ne demande pas aux gens de jouer le texte. L'idée de le mettre en scène de cette manière, c'était d'essayer de sortir justement de la lecture silencieuse, de cet acte solitaire, et de voir s'il était possible de faire de la lecture quelque chose de ludique, de partagé, et
et de traverser. Puisque là, comme le texte est écrit sur autre chose qu'un livre, les corps sont en mouvement, et donc on se met à vivre les mots autrement, et du coup, sans doute à les incarner aussi, mais c'est pas dirigé, c'est pas une incarnation dirigée, quoi, comme on dirigerait un acteur ou une actrice. En fait, souvent, malgré elle et eux, les gens se mettent à jouer, mais parce qu'ils sont en mouvement, parce que leur corps les invite à donner voix autrement. Alors, j'ai participé à l'expérience. Oui. Tu m'as gentiment invité. J'étais avec un public de scolaires. Oui. Et j'étais très curieux de voir, j'étais un peu en retrait parce que j'étais très curieux de voir comment ça allait se passer, comment ça allait réagir. Alors moi, je n'ai vu qu'une représentation, mais est-ce que tu peux me dire, toi, qu'est-ce que ça provoque sur le public ? Tout à coup, de vous dire, entrez là, lisez avec nous, jouez pas, mais voilà, laissez-vous emporter aussi par ce qu'on vous propose. Comment ça réagit ? Comment ça réagit ? Alors nous, ce spectacle, l'idée de ce spectacle, c'était de s'adresser à tous les publics. Alors on joue beaucoup avec des scolaires, avec des classes, mais on propose aussi à ce qu'on appelle des tout publics, où là on accueille des familles, des gens de toutes les générations confondues. Donc les groupes scolaires, eux, ils sont plus ou moins préparés, mais en tout cas, ils n'ont pas le choix, ils sont là. Et les publics qui sont plutôt des publics volontaires, en général, les gens sont curieux, donc ils y vont aisément. Mais alors, il y a des gens qui mettent du temps un petit peu à comprendre, à se sentir à l'aise dans le dispositif, qui peut être un petit peu déroutant, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Tout d'un coup, se mettre à jouer, à donner la réplique à un comédien ou une comédienne. Mais jusqu'ici, personne n'a jamais été traumatisé. Et au contraire, à la fin de la traversée de cette expérience, les gens on se rend compte qu'ils viennent de partager un moment très privilégié, très intime, puisque tout d'un coup, on se met à découvrir les voix des uns, des autres, à avoir la sensation de s'être livré un petit peu à un endroit, et puis d'avoir pris part à l'histoire d'une manière assez nouvelle, différente. Oui. Il y a quelques semaines, j'ai fait un sondage sur notre compte Instagram et j'ai demandé à nos abonnés quelle était leur plus grande peur en tant que spectateur, spectatrice de théâtre. Et alors la quasi-totalité des réponses, c'était ils avaient peur que les acteurs ou les actrices nous demandent de parler devant un public. Et pourtant, dans Mauvaise Pichenette, le public, il se prête au jeu quand même. Enfin, moi, même très vite, j'ai vu que les gens, ils se lançaient. Oui, là, c'est pas l'idée, c'est pas vraiment un spectacle. En fait, l'idée du dispositif Kilt, donc il est né d'une volonté d'Olivier Letellier, qui est le metteur en scène du spectacle, de trouver un moyen d'aller un petit peu plus loin dans la proposition de l'atelier, de la pratique théâtrale destinée au jeune public notamment, au public amateur, et de faire un pont avec la lecture, qui était un exercice qui était pour lui effrayant quand il était plus jeune. À l'école, il avait des souvenirs terribles de la prise de parole en public, et donc d'essayer de voir si c'était possible de faire pratiquer un petit peu ce plaisir des mots et de la lecture d'une manière ludique pour déplacer l'expérience de la prise de parole seule devant les autres. Et donc ce dispositif, il a été imaginé pour que ce soit le moins terrifiant possible et que chacun ait l'espace d'essayer sans se sentir obligé ni en représentation. Le comédien, la comédienne
l'idée, c'est pas d'être impressionnant, c'est vraiment de guider et d'inviter, quoi. Alors, on force jamais personne à participer. Et au contraire, il faut que ce soit le plus bienveillant et doux possible pour que chacun, que ça donne envie à chacun, chacune d'essayer, quoi. Moi, je trouve qu'à la fin, le plus dur, c'est de se restreindre et de laisser parler les autres. Oui, c'est vrai. Voilà, oui, moi, oui, je fais pas partie des plus timides, mais il y a quand même ce truc-là, au bout d'un moment, où il y a quelque chose de collectif, comme tu disais. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble à lire ensemble le texte, et il y a quelque chose qui nous porte, quoi. Oui, c'est-à-dire que sur le papier comme ça peut être, ça peut faire peur de se dire on va devoir lire devant des gens qu'on ne connaît pas un texte de théâtre, et en fait on fait très vite abstraction de l'exercice, puisqu'on est dans les mots là en l'occurrence de l'autrice, dans la pièce, et en fait, on s'accroche très vite à l'histoire. Et comme on est en train en permanence de se donner la réplique, on a envie que l'histoire avance, et on oublie presque qu'on est en train de lire devant des gens qu'on ne connaît pas, quoi. Ouais. Et il y a vraiment un aspect ludique aussi. Tu disais qu'il y avait une table au centre de la pièce, tu nous disais ça tout à l'heure. Le texte est affiché, mais il faut aller le chercher, tu nous guides. Il est parfois caché. Oui. Il est révélé au dernier moment. Et il y a même aussi des objets sur lesquels sont imprimés une partie du texte. Tu nous racontes un peu comment ça se passe, comment tu distribues comment tu utilises le décor, en fait. L'idée donc, c'est de découvrir un texte, de le lire donc dans l'ordre, puisque c'est de raconter une histoire tous ensemble, donc de la comprendre. Ouais. Mais ce qu'on voulait, c'est qu'on puisse en être tous toujours au même moment de l'histoire, qu'il n'y en ait pas certaines non plus qui prennent de l'avance sur les autres. L'idée, c'était vraiment d'être ensemble et de la raconter collectivement. Donc si tout d'un coup tout est affiché de manière linéaire et tout, si on est bon lecteur ou plus en difficulté, on ne sera pas en train de lire la même histoire exactement. C'est important qu'il y ait un acteur guide qui soit garant aussi de la temporalité de la lecture, et puis le côté caché, découverte, ça participe aussi au jeu, et donc au plaisir de la découverte, et voilà. Et puis le rapport à l'objet, c'est de toute façon une des spécialités d'Olivier Letellier, qui fait un théâtre d'objets, toujours aussi en rapport avec la poésie de l'objet. Et nous, ça nous permettait de renforcer, de soutenir le texte par des images. Ça nous laissait la possibilité d'avoir des interactions plus intimes avec parfois un lecteur, une lectrice en particulier. Et puis de créer des images, quoi. Oui, ça marche bien. J'avoue qu'à un moment, tu m'as tendu un verre, donc il y avait du texte dans le verre. Oui. Et au moment où tu m'as tendu le verre, ça y est, j'étais assis à la table avec les 3 personnages, et j'étais là, quoi. Et c'est vrai que tout de suite, il y a un truc un peu magique qui se passe quand tu nous tends des objets, que tu nous révèles des pans de texte. C'est assez marrant. Toi, ça te change quoi par rapport à d'autres pièces plus conventionnelles dans lesquelles tu as pu jouer ? Eh ben, ça change tout. Ouais. Ça change tout parce que, déjà, je ne suis pas, disons, protégée par le noir dans lequel est peut-être plongé les spectateurs, les spectatrices. Je suis seule sur ce spectacle. Je n'ai pas de partenaire avec lesquels j'aurais répété en amont, avec lesquels j'aurais des rendez-vous précis. Là, je découvre à chaque fois mes partenaires de jeu sur le moment, sur l'instant. Et c'est des partenaires de jeu qui sont nombreux. C'est un groupe de 15 spectateurs, spectatrices, lecteurs, lectrices, avec des individualités très fortes, très différentes, et en même temps un groupe à mener, à former. Donc c'est
de toute façon du théâtre, donc évidemment du présent est jamais la même chose. Mais là, oui, le fait de ne pas savoir à qui on va s'adresser ni comment, pour moi, ça change beaucoup de choses. Et puis, il faut être garante du bien-être de tous et toutes, et que tout le monde ait l'espace d'essayer, de se tromper, sans se sentir mal ni jugé, et en même temps de continuer à faire avancer l'histoire, de distribuer la parole, et de faire entendre le texte pour qu'on puisse le vivre voilà, comme un spectacle. Donc oui, c'est beaucoup de paramètres très vivants. Oui, alors donc tu joues, tu es comédienne, tu joues la comédie, tu nous dis, là tu guides aussi le groupe, tu animes ce moment. Il n'y a pas de changement de lumière. J'ai pas vu de projecteur de mémoire, il y en a peut-être, mais je les ai pas vus. Non. Mais il y a une bande son, par contre, diffusée pendant la pièce. Oui. Tu peux nous dire comment ça fonctionne Comment ça fonctionne ? Alors oui, parce que c'est toi qui gères cette bande son. Oui. On va peut-être parler de ce que ça dit aussi, le son, comment ça a été travaillé, mais techniquement, en plus d'animer, en plus de jouer, c'est toi qui lances aussi les départs sons dans le spectacle, en fait. Oui, effectivement, il y a un petit dispositif son sur le spectacle. Techniquement, c'est un spectacle qui nécessitait d'être léger. Et donc, on a une petite enceinte qui diffuse du son qu'on cache à un endroit dans la pièce et qui est connectée à une petite montre qu'on porte au poignet et avec laquelle, qui nous permet donc de lancer les sons qui ont été créés par donc Antoine Prost, qui a fait la création sonore de ce spectacle. Et on a eu la chance d'avoir Antoine sur des répétitions pendant la création du spectacle. Et donc lui, il a vraiment créé en dialogue avec nous, en essayant de faire en sorte de timer au maximum possible, de timer les sons pour que ça tombe à peu près dans des moments cohérents, mais c'était compliqué pour lui parce que nous, c'est jamais la même chose, donc les scènes ne font jamais la même durée, donc c'était un vrai exercice pour lui de timer les sons du spectacle. Il y a un côté très cinéma, en fait. Oui. Je trouve, vu qu'on est là, on est dans ce décor, et en plus on a une ambiance sonore qui nous immerge, il y a presque un côté cinéma, je trouve, de la composition. Oui, c'est sûr que ça fait partie des retours qu'on a beaucoup du public, que du coup, on a l'impression d'être comme dans un film, parce qu'il y a aussi la musique qui accompagne, mais c'est pareil, la musique, elle est très importante parce qu'elle donne des élans de jeu aussi, tout autant que les objets, que la manière, nous, de nous adresser aux participantes, elle induit beaucoup de choses, la musique. Elle invite aussi à lire d'une manière ou d'une autre, quoi. Oui, ça aide aussi à mettre le ton, à trouver un peu l'ambiance qu'on cherche. Oui, elle est hyper importante. Et elle est très importante. Comment on adapte un texte de théâtre pour qu'on puisse le jouer de cette façon-là ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut pas faire ? Qu'est-ce qui est plus simple que dans un texte de théâtre ? Comment il a été travaillé, ce texte, pour coller à ce dispositif ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut pas faire avec ce genre de texte ? On est encore en train d'apprendre, de réfléchir. Donc, en fait, l'idée de ce dispositif, le dispositif Kilt, comme je disais tout à l'heure, c'était une volonté d'Olivier Letellier de réfléchir sur comment rendre la lecture collective, ludique, joyeuse. Et aux prémices du projet, donc lui, il a imaginé ce dispositif en collaboration avec Camille Laouénan, qui est
une de ses collaboratrices depuis de nombreuses années maintenant, qui l'accompagne beaucoup sur tous les ateliers qui encadrent qui accompagnent ses spectacles. Donc elle travaille vraiment au sein des Trésors de France, et puis avant aussi avec Olivier sous sa compagnie. Tout ce qui est de l'ordre de la médiation culturelle, voilà, des projets artistiques avec les publics, avec les scolaires. Et ils ont réfléchi ensemble à un parcours de lecture qui pourrait être à la frontière entre un spectacle et un atelier. Donc au départ, c'était comment aussi inviter les gens à découvrir le théâtre, mais même le lieu du théâtre. Dans un premier temps, les toutes premières recherches sur ce dispositif-là, Olivier et Camille ont invité une dizaine de comédiens, comédiennes avec lesquels Olivier avait l'habitude déjà de travailler, ou des gens avec qui il avait envie de commencer à collaborer. Et puis, on a fait donc des recherches sur comment on pourrait lire sur d'autres choses qu'un livre. Donc, on s'est mis on était en résidence dans un théâtre, et puis pendant une semaine, on a écrit des choses sur des grands panneaux, des murs, ou alors de manière beaucoup plus petite, à des endroits. Et puis, on s'est amusé à se faire chacune des parcours de lecture en déambulation dans le théâtre et tout ça, pour imaginer ce que pourrait être qu'un parcours déambulatoire de lecture à plusieurs. On a trouvé plein d'idées vraiment très chouettes qui nous ont beaucoup amusés. Et puis après, on s'est rendu compte très vite que ça allait être compliqué à mettre en place si c'était trop déambulatoire. Et donc, quand on a décidé d'essayer de commencer à travailler sur un texte, on s'est rendu compte qu'il fallait que ce soit dans un espace plus restreint, donc dans une salle. Et puis pour des questions financières aussi, on avait envie que ce soit un spectacle qui puisse se jouer le plus possible, donc de pouvoir partir avec sur des territoires différents et à plusieurs équipes différentes aussi. Il fallait que ça nécessite pas non plus trop de coûts. Donc l'idée, c'est de pouvoir partir à 2 comédiens, sans technicien, avec juste des valises, d'être le plus efficace et le moins cher possible. Donc de faire rentrer un décor dans une valise, et donc de réduire l'espace de lecture à une seule pièce. Et donc ensuite, on s'est penché sur, je pense, sur un texte. On choisit un texte en fonction de l'âge à partir duquel on aimerait que ce soit audible, et surtout dans des thématiques qui semblent, qu'on espère concernent le public choisi. Toujours avec des auteurs et des autrices vivantes, ça c'est très important. Olivier, il travaille avec des auteurs et des autrices vivantes. Et donc, une fois qu'on a le texte, comment on est plusieurs à réfléchir là-dessus. On est donc Olivier Letellier qui met en scène, Camille Laouénan, qui elle s'occupe de tout le reste, mais qui est aussi plasticienne dans la vie, donc qui a une vraie réflexion aussi plastique. On est toujours 2 comédiens, comédiennes à la recherche, à la création. Soit scénographe ou plasticien ou plasticienne. Et puis, il nous faut des gens au graphisme pour sortir le texte du livre. Et comme il est inscrit partout, il faut un graphiste, une graphiste ou typographe ou des gens de ce genre de métier. Et à ces 6 cerveaux-là à peu près, et puis le son, évidemment. Et donc ces 6-7 cerveaux-là, on essaye de réfléchir à comment le texte pourrait s'inscrire déjà esthétiquement. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter
véhiculer comme sensation avec ce que raconte l'histoire. Et puis après, comment être cohérent dans la manière dont on fait lire, invite, pourquoi tel objet, qu'est-ce que ça raconte tout d'un coup de se mettre à lire sur cette partie du texte sur un vers, est-ce que ça marche avec cette scène mais pas avec celle-ci, et on choisit comme ça petit à petit les objets en essayant, quoi. On teste beaucoup, on regarde ce que ça ferait. Ok, si je te le tends comme ça, qu'est-ce que ça te fait? Dans quelle position ça te met? Du coup, qu'est-ce que ça raconte de ton personnage? Voilà. Et alors justement, aussi, vous laissez pas les spectateurs comme ça. Mauvaise Pichenette, c'est pas seulement une expérience de lecture, il y a aussi un second temps où tu retrouves le public dans un autre espace qui n'est pas l'espace de la représentation. On est souvent autour d'une table, si j'ai bien compris. En tout cas, tout le monde est là, t'es avec nous. Et on va poursuivre un peu le débat. On va parler de ce qui s'est passé. Tu peux nous raconter un peu comment ça se passe à ce moment-là? Alors en fait, les kilts en général, et donc pour celui-ci c'est pareil, quand on joue avec des groupes scolaires, on est 2 comédiennes, et on sépare la classe, qui est en général les effectifs des classes, c'est 28, 30 élèves, donc on sépare la classe en 2. Et donc un comédien à charge pendant 2 heures, un groupe de 15 et l'autre pareil. Alors soit avec notre groupe de 15, on commence par un atelier, qui est un atelier de préparation, de sensibilisation à tout ce qui va se raconter pendant le spectacle. L'enjeu, c'est de commencer à se questionner sur les thématiques du spectacle, d'aiguiser un peu déjà de nous éveiller un peu, et puis de commencer à faire groupe ensemble. Et ensuite, donc quand on est passé par là, ensuite il y a le deuxième temps, et on fait le spectacle avec le comédienne avec lequel on vient de passer 1 heure. Donc parfois le parcours il se fait dans ce sens-là. On apprend à se connaître, on aiguise un peu on se réveille un peu, on s'éveille un peu. Ensuite on fait le spectacle ensemble, on finit par ça. Et effectivement, toi tu as fait l'autre formule, qui est de commencer par le parcours sans se connaître, de se lancer dans cette lecture et d'ensuite avoir un temps d'échange sur ce qu'on vient de vivre ensemble, les uns les unes avec les autres. Alors le jour où tu es venu, on était autour d'une table, mais parce qu'on n'avait pas la possibilité d'être dans une autre salle, mais sinon on n'est pas autour d'une table, on est plutôt actif dans les discussions, ou alors en cercle, mais c'est pas scolaire comme ça l'a été malheureusement pour toi. Et donc l'idée, c'est d'essayer de se questionner sur la suite, ou sur l'histoire, mais c'est d'avoir des discussions avec les spectateuristes, autour de l'histoire. Et parfois ça va plus loin, c'est comme des débats un peu philosophiques. Moi je sais jamais de quoi on va exactement parler, on n'arrive pas avec une volonté d'aborder des sujets précis, mais plutôt de partager l'expérience qu'on vient de vivre, et puis d'essayer de se questionner ensemble sur l'histoire et sur ce que ça nous a fait. Et alors il y a des questions ou des réactions qui t'ont marqué? Je ne sais pas depuis combien de temps tu fais ce spectacle, mais je pense que tu as fait un petit paquet de débriefs. Il y a des réactions qui t'ont marqué dans le bon sens ou dans le mauvais sens d'ailleurs? Oui, sur ce spectacle-là, j'avais un petit peu peur de rencontrer certains publics sur des thématiques qui peuvent être un peu violentes dans certains discours, notamment politiques, dans certaines idées ou croyances. En fait, j'étais soulagée de me rendre compte que les 3/4 des jeunes gens qui venaient voir le spectacle, participer au spectacle, étaient plutôt du côté du frère et de la mère d'Anna. Mais par contre, je me rends compte beaucoup qu'il y a une volonté à
à punir Anna, à essayer de se venger. Ouais. Et ça, oui, du coup, souvent, c'est ce qu'on déconstruit en échange et en débat. Ouais, c'est un peu ce que j'ai eu, moi. Ouais. Moi, ils étaient très focalisés sur... ils sont restés bloqués sur le mineur isolé qui avait fait pipi sur le mur de la colonie où il était logé. Et pour une partie des élèves, limite, ça justifiait les représailles commises par le personnage d'Anna. Ouais. Et alors, ça, comment tu déconstruis après? C'est ça que tu essaies de... Comment tu fais, en fait? C'est quoi ta formule? Enfin, déconstruire... Encore une casquette, j'allais dire. Hein, oui, alors ça, c'est sûr que pour les ateliers, on est formé, on a travaillé avec des philosophes, des gens qui ont l'habitude de débattre, d'encadrer des débats avec les élèves. Ça, on n'a pas été jetés dans cette pratique-là, nous, comédiens et comédiennes des Kilts. C'est vraiment, on travaille beaucoup là-dessus, sur comment mener des échanges. Parce que l'enjeu, c'est pas, j'ai dit déconstruire, mais c'est pas on leur apprend rien. L'idée, c'est de les faire se poser des questions, vraiment. De pas arriver avec un discours... construit ou déconstruit, c'est vraiment de se poser des questions. Et d'ailleurs, quand je pose des questions, les 3/4 du temps, quand je leur pose des questions, j'ai pas de réponse moi-même. Ça m'arrive très souvent de me poser les questions en même temps qu'elle et eux. Et c'est des questions qui du coup, parfois sortent de la pièce. Alors là, tu vois, par exemple, quand tu étais là sur la question du gamin qui pisse sur les murs et qui du coup a mérité ce qu'il a eu, on s'est posé la question beaucoup de la punition ce jour-là. Oui. À quoi ça sert une punition, pourquoi on punit, et puis je crois qu'on avait évoqué aussi ce jour-là la prison. Oui. C'est possible aussi, donc c'est des portes d'entrée en fait, ces pièces-là, pour essayer de réfléchir ensemble à notre société et à réfléchir comment on la vit et comment on aimerait qu'elle soit, quoi. Oui, t'imposais pas de choses à penser ou à ne pas faire. J'ai trouvé ça hyper impressionnant, le calme avec lequel tu as accueilli des choses que les enfants ont racontées, des fois qui étaient un peu... ils sont cruels, quoi. Hein, des fois, on les sent assez vifs sur des réactions. Et comment tu as accueilli ça de manière assez libre et en les laissant réfléchir entre eux? Ouais, mais parce que, encore une fois, si l'enjeu est de se rencontrer et de débattre et de discuter, être contre, ça n'amène rien, c'est contre-productif. Ouais. Moi, l'idée, c'est que chacun puisse... s'exprimer et dire ce qu'il pense ou ce qu'il pense penser, qu'on ait le droit de se tromper, et puis de pas être d'accord, et c'est s'il y a un espace de parole qui permet ça, et là on peut vraiment réfléchir ensemble, quoi. Mais si on est dans la confrontation ou dans si on apprend des choses, si on arrive avec ces vérités comme des vérités absolues, c'est pas très constructif, ouais. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de ton rapport au public. J'ai l'impression que tu es une comédienne qui a l'habitude des formes de théâtre où le public participe. Hein. Tu avais fait un peu de théâtre forum, tu as fait du théâtre atelier. C'est important pour toi ce rapport au public différent que d'une pièce de théâtre traditionnelle? En tout cas, c'est effectivement un rapport qui, moi, m'intéresse, m'anime. Oui, ça c'est sûr. Depuis que je travaille avec Olivier Letellier sur les kilts, et puis même avant, comme tu le disais, à travers le théâtre forum que j'ai pu faire aussi, et puis aujourd'hui je travaille aussi avec la compagnie des filles de Simone, sur un spectacle qui se joue dans des collèges
devant des classes de 4e et 3e, et qui est accompagnée d'un échange aussi avec elle et eux. Et ben, depuis que je travaille sur ce genre de spectacle, c'est sûr que j'ai l'impression de faire enfin un théâtre qui fait sens pour moi. Politiquement et puis intimement aussi. C'est un rapport qui est autre, oui, qu'un rapport public, plateau, dans lequel je suis plutôt à l'aise. En fait, les jeunes gens à qui on s'adresse et la manière dont on s'adresse à eux, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est presque plus, avec le kilt en tout cas, en train de s'adresser, mais vraiment de faire ensemble. Ouais. Ça fait sens très très fort pour moi, ça m'intéresse. Et puis les jeunes gens, donc, je crois, m'intéressent un petit peu plus que les adultes. Est-ce que tu crois au pouvoir du théâtre de faire bouger la société ? Oui. Oui, j'y crois, sinon je pratiquerais pas ce métier. Je pense que c'est pour ça que je le fais, en tout cas là, à travers les kilts, c'est vraiment d'entrer en dialogue. Et donc de dialoguer, c'est faire bouger des choses. Voilà. Toi, c'est une forme de théâtre que tu as connue jeune en tant que spectatrice ou on t'y a amené plus tard ? C'est une bonne question. C'est quelque chose qui se faisait, enfin c'est quelque chose de nouveau, ce type de participation Un parcours comme le kilt, moi, j'avais jamais vécu ça. Moi non plus. J'avais jamais vécu ça en tant que spectatrice. Alors des spectacles un peu immersifs, des formes un peu hybrides, il commence à y en avoir beaucoup, de manière en plus très différente. Je trouve très réjouissant qu'on se pose la question de la place du public de plus en plus, de la participation du public. Là, ce qui me plaît vraiment avec les kilts, comme je viens de le dire, c'est qu'on n'est plus en train de s'adresser, on est en train vraiment de faire ensemble, quoi. Et ça, je sais pas si ça m'était déjà arrivé vraiment avant de faire avec. Mauvaise Pichenette, donc ça fait partie d'un groupe de pièces réunis sous le projet Kilt, qui lira le texte, on l'a dit tout à l'heure. C'est un projet qui est porté par un centre dramatique national, c'est-à-dire théâtre public. Mais là, c'est un centre dramatique national un peu particulier. Moi, je dois t'avouer que je ne le connaissais pas avant cette émission. Ça s'appelle les Tréteaux de France. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est pas un centre dramatique national comme les autres ? Oui, tu as raison. Donc c'est un centre dramatique national, comme il y en a plusieurs en France. Je ne sais plus combien exactement, un peu moins d'une trentaine, il me semble. C'est des salles de théâtre. Oui, exactement. Ce sont des salles de théâtre, des lieux de théâtre qui sont financés directement par le ministère de la Culture et qui sont des lieux donc de création et de diffusion, qui sont toujours dirigés par des metteurs, metteuses en scène d'aujourd'hui, donc des artistes. Sauf que là, il n'y a pas de théâtre. Sauf que là, la particularité des Tréteaux de France, c'est qu'il n'y a pas de théâtre. La mission des Tréteaux de France, il n'y a pas de lieu de diffusion puisqu'il y a un bureau, il y a des salles de répétition, de création. Donc les Tréteaux de France, c'est situé quand même, il y a une maison mère à Aubervilliers dans le 93. Mais la mission des Tréteaux de France, c'est de rayonner sur tout le territoire, d'aller dans les endroits où il n'y a pas forcément de théâtre, et puis du coup de créer des spectacles qui peuvent bouger facilement, s'installer facilement, et pas forcément dans des salles de théâtre, mais aussi en ce qu'on appelle aujourd'hui hors les murs, quoi. Ouais. D'aller à la rencontre des publics, et pas de faire venir le public dans sa salle. C'est ça la mission des Tréteaux de France. Et puis à l'origine, c'était sous chapiteau, aujourd'hui moins, mais... Oui, c'est ça, c'est né dans les années 60 et il y avait un chapiteau à l'époque. Tout à fait. Alors là, t'es pas sous chapiteau. Non, là, on n'est pas sous chapiteau. Mais toujours à la rencontre des publics. Oui, c'est ça. Les scolaires, les professeurs qui encadrent, ils viennent avec un objectif particulier quand ils viennent vous voir, notamment pour Mauvaise Pichenette.
Non, alors je suis pas sûre d'avoir bien compris le sens de ta question, mais en tout cas, nous, on est programmés souvent par soit des scènes nationales ou d'autres théâtres, des communes, dans des lieux donc qu'on dit non dédiés au théâtre. Et puis ensuite, comme dans toute programmation, quand c'est dans le cadre scolaire, les enseignants choisissent quelles pièces ils ou elles vont voir. D'accord. Je pense que bien souvent, quand ils choisissent de venir voir des kilts, c'est qu'il y a une dimension aussi éducative qui les intéresse. C'est l'exercice de la lecture, je crois que l'idée de la rendre ludique, c'est quelque chose qui intéresse souvent les professeurs, quoi. Ah, carrément. Et donc bon, là on l'a dit, il y a beaucoup de scolaires, mais pas que. Malgré tout, c'est souvent gratuit pour eux. Comment c'est financé ? C'est-à-dire ? En fait, moi tu m'as invité, donc j'ai pas payé de billets. Mais les scolaires, j'ai supposé qu'ils n'en avaient pas payé non plus. Comment ça vit, enfin, financièrement, comment c'est établi ? Je parle des Tréteaux de France, pas forcément de kilt, mais je me dis, il n'y a pas de salle, il n'y a pas d'endroit, vous vous déplacez, vous montrez ce spectacle, vous faites participer des gens qui ne payent pas forcément. Mais comment vous vivez de ça ? Comment vous vous retrouvez Alors moi, je ne pourrais pas te parler exactement du fonctionnement financier des Tréteaux, parce que je suis comédienne au sein pour elle et eux. Donc je ne connais pas tous les rouages de l'administration. En tout cas, bien souvent, on est donc, comme je te disais, programmé par des théâtres, donc acheté. Le spectacle est acheté, comme un spectacle lambda, avec un coût de session, souvent on s'installe pendant une semaine dans un lieu pour pouvoir rencontrer au maximum de public. Et donc après, il est proposé à par exemple des groupes scolaires. Alors souvent, les groupes scolaires, ils passent par le Pass Culture. Pour acheter des billets. Le Pass Culture, le fameux Pass Culture. Le fameux Pass Culture, Feu Pass Culture, quoi. Exactement, ouais, le fameux Pass Culture qui permet à des jeunes élèves de pouvoir aller voir des spectacles notamment. Alors là, la partie du Pass Culture dont je parle, donc le Pass Culture, il y a une part individuelle au Pass Culture et une part collective. Oui. Donc la partie individuelle, c'est plutôt un budget qui est alloué à chaque élève qui leur permet d'acheter une place pour un spectacle, pour un film ou autre, un livre. Un livre, Et la part collective, c'est la part qu'on alloue à un établissement scolaire, par exemple, duquel peuvent s'emparer les professeurs pour choisir d'emmener leurs élèves au théâtre, voir un spectacle, ou d'inviter des compagnies, des artistes à venir jouer dans le collège. Et c'est cette part collective du Pass Culture qui cet hiver a été gelée par notre gouvernement, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est terrible parce que c'est hyper précieux comme possibilité de pouvoir proposer à ses élèves la rencontre avec des artistes. Et il y a énormément de compagnies aujourd'hui et d'artistes qui passent par ça pour pouvoir proposer des spectacles à moindre coût à des jeunes publics. C'est une réelle volonté politique, quoi, que de décider de geler cette part collective du Pass Culture. Ouais. Et ça fait peur. Je te propose de changer de sujet et de passer à quelque chose d'un peu plus réjouissant. Ouais. Angèle, on te reçoit aujourd'hui en tant que comédienne, mais tu es aussi metteuse en scène, notamment pour la pièce Dernier Chagrin, écrite et jouée par Elisa Schramm. Alors, Dernier Chagrin, pour ceux qui nous suivent, c'est un de nos tout premiers épisodes de podcast. Oui. Donc voilà, ça nous fait très plaisir de te recevoir à ce titre également. Et d'ailleurs, on
On a reçu un petit message pour toi de la part d'Elisa. Ah bon? Mais alors, on n'a pas tout compris. Il va falloir que tu nous aides, que tu nous expliques. Ok. Tu nous expliques aussi pourquoi c'est pas Hector Berlioz qui t'a dicté ta prose. Ah. On écoute ça tout de suite. C'est pas Hector Berlioz qui m'a dicté ma prose, toi-même tu la connais, toi-même tu sais qui c'est Michel Garé. Garez vos voitures dans la rue Pierre Bullet, 9h c'est l'ouverture, vas-y faut répéter. Mais on voit que dalle dans cette putain de salle, faut changer les projos de la salle Marivaux. Petite comptine d'Elisa Schramm, Oui. qui a mis en scène pour sa pièce Dernier Chagrin. On la salue. Bon, c'est quoi cette chanson? Elle est gonflée quand même. Ça faisait une éternité que je ne l'avais pas entendue. C'est un rap qu'on avait écrit avec Elisa et notre ami Gabriel. Voilà, avec Elisa et Gabriel, donc, qui est un bon ami, comédien aussi, Gabriel Garnier. On s'est rencontrés au conservatoire du 10e arrondissement, donc après notre bac littéraire et théâtre, et puis quelques années en théâtre amateur, on est rentré au conservatoire du 10e, un conservatoire municipal, le conservatoire du 10e arrondissement de Paris, dans la classe de Michel Garret. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et depuis, on est très amis et on travaille beaucoup ensemble. Et donc avec Elisa, on a monté un spectacle, enfin 2 d'ailleurs. Il y en avait eu un avant Dernier Chagrin, qu'elle avait écrit et mis en scène, dans lequel je jouais. Ah. Et voilà. Et alors là, dans sa pièce Dernier Chagrin, elle parle du conservatoire. Oui. Elle se moque un peu du processus de recrutement assez hautain, suffisant, un peu surintellectualisé. C'est quelque chose que tu as vécu toi aussi? Oui. Oui, totalement. Quand on était au conservatoire avec Elisa, on a passé des concours pour rentrer dans des écoles nationales, qui est le niveau supérieur. Et c'était des années qui étaient difficiles, qui étaient compliquées, avec une compétitivité pas agréable du tout à vivre. Enfin, moi, c'est des années que j'ai mal vécues, ouais. En parallèle de la formation, qui était, elle, pour le coup, super. Ouais. Et tu penses que les formations au métier d'acteur, d'actrice devraient être un peu plus... devraient changer de mentalité un petit peu? Moins compète, moins élitiste? Je sais pas. Enfin, moi, moi, c'était quelque chose qui... je l'avais jamais pensé comme ça, en fait, le théâtre. Et c'était ça qui était déroutant et difficile quand on est en train d'apprendre, de découvrir, d'essayer déjà de comprendre ce qui nous plaît dans le théâtre, pourquoi on le fait. Donc oui, je trouve ça très prématuré comme étape, quoi. Quand on commence à peine à découvrir le théâtre, je trouve ça... Enfin, moi, c'était dur d'être plongé dans cette compétitivité-là, et du coup, on se met à se regarder soi-même, à être focalisé sur soi. Et moi, ça m'a déplacée, ça m'a pas fait du bien. Et une fois que j'ai réussi à me détacher de ça, de cet objectif, et enfin j'ai compris ce qui faisait sens pour moi dans le théâtre, quoi. C'était pas d'avoir une carrière, c'était pas d'être au plus haut, de travailler avec telle ou telle personne. Non, en fait, j'ai pu comprendre du coup que ce qui me plaisait, c'était de raconter des histoires et de les partager, et que ça pouvait se faire d'une manière simple, voilà, et bienveillante, et qu'on pouvait travailler aussi avec des gens qu'on aimait, et pas dans
pas dans la pression et pas dans... Voilà. Je sais pas si c'est clair. Ouais, ça me paraît très clair. Écoute, on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Déjà, Angèle. j'ai ça beaucoup va parlé. vite, hein. C'est normal, c'est le principe de l'émission. Oui. Merci justement d'avoir beaucoup parlé et partagé ce moment avec nous. On va te laisser te préparer pour la lecture d'un extrait de la pièce. Ok. On te recevait donc pour Mauvaise Pichenette de Magali Mougel, mise en scène Olivier Letellier, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, scénographie textuelle Mélodie Champagne et Cerise Guyon. On vous invite à aller voir leur travail de visu parce que c'est vraiment un très beau travail. Univers sonore Antoine Prost, équipe de jeu en alternance Angèle Canu, Nicolas Hardy, Cécile Zanibelli. Équipe de création, Angèle Canu, Nicolas Hardy, Camille Laouénan. Et je tiens à préciser, donc, évidemment, dans l'équipe de création, il y a également Cerise Guyon et Mélodie Champagne, Antoine Prost. C'est chose faite. Ouais. Le spectacle est cet été à Avignon, au Train Bleu, du 7 au 18 juillet. Et toutes les autres dates de représentation qui sont à venir sont à retrouver sur le site des Tréteaux de France et sur la page Insta de Tête de Lecture. Ce soir, dans le studio des Bonnes Résolutions, nous avions à la réalisation Tania Houlbert, au son Sébastien Aymon, aux caméras Elisa Romani et Florian Cobel, préparation Elisa Romani, présentation Dimitri Suma. Angèle, on t'écoute à présent pour le tout début de Mauvaise Pichenette que tu appelles le mode d'emploi. Ben oui, comme tu m'as demandé de lire un petit extrait de la pièce, ouais. Je me suis dit que c'était pas mal de commencer par le mode d'emploi, qui est le petit préambule avant de rentrer dans l'histoire, qui permet de comprendre un petit peu ce qui va se passer et comment ça va fonctionner entre le ou la comédienne et les participantes. Très bien. Mais peut-être que c'est plus clair si on le fait ensemble. Est-ce que ça te dirait, Dimitri, de lire avec moi ce mode d'emploi? Ok. Ça te va? Ouais. Tu vas Très faire bien. comme si tu découvrais alors que tu sais déjà de quoi il s'agit. C'est vrai. C'est ok? C'est ok. Ok. Je te suis. Quand j'étais petite avec ma sœur, on avait un jeu. On lisait tout à voix haute. Assise à l'arrière de la voiture, on lisait les affiches à voix haute. Les pubs dans les transports, les panneaux dans la rue, les BD dans notre chambre à voix haute. Même les sous-titres au cinéma, on les lisait à voix haute. Et moi, je me suis jamais arrêtée. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là. Pour lire une pièce de théâtre avec vous. Ensemble, on va la lire... À voix haute. Génial, vous avez tout compris. Quand c'est écrit en rouge, c'est vous qui lisez. Et si c'est en bleu, c'est moi. C'est clair ? Très clair. Parfait. Alors on peut faire un entraînement. Si on essaye de lire ça à voix haute, tous ensemble. On va lire une pièce de théâtre et on va être des partenaires de jeu. C'est un peu compliqué à dire, vraiment en même temps. On n'entend pas bien, on comprend pas tout. Ouais, vous avez raison. Alors on peut essayer de lire un par un. Qui se lance ? Moi. Ok, pas tous en même temps. Bon, chacun son tour. Vas-y. Lire à voix haute, c'est lire aussi pour les autres. Je suis d'accord, merci. Quand on parle fort, on nous entend mieux et tout le monde peut en profiter. T'as complètement raison. Comme c'est écrit suffisamment gros, tout le monde peut voir. Qui lira le texte ? C'est un jeu collectif. On pense aux autres, on avance ensemble et on se partage la lecture. On peut toutes et tous lire ? Tu lui réponds ? Oui, chacun son tour. Bravo, vous commencez déjà à dialoguer. Vous êtes super. Merci. Vous êtes prêts et prêtes à lire la pièce. Et elle se passe où, cette pièce ? À la campagne, dans une ferme. La ferme de la famille Babst. Et on va rentrer dans la cuisine familiale. Moi, je lirai les répliques d'Anna. Nous, on lira les personnages de Doris et de Greg. Anna n'a pas encore 18 ans. Elle est stagiaire dans un restaurant étoilé. Quand la pièce commence, il est tard et elle n'est pas encore rentrée. Doris et Greg l'attendent impatiemment. Doris, c'est la mère. Elle est assise au milieu de la cuisine, comme figée. Elle a les yeux rivés sur l'horloge. Elle se demande ce que fait sa fille. Elle est inquiète. Et Greg, c'est le grand frère. À cette heure-ci,
il devrait être en train de s'occuper des vaches. Mais ce soir, il fait les 100 pas dans la cuisine. Il va de la fenêtre au cendrier, du cendrier à la fenêtre, et de la fenêtre au cendrier. Et le père? Le père, il n'est plus là. Parfait. Maintenant, on peut faire dialoguer les personnages. Le frère? Greg, je te jure, jamais elle n'aurait fait ça, si papa avait encore été là. Et la mère? Doris, ne t'énerve pas comme ça, Greg. On peut aussi essayer de lire avec l'émotion des personnages. Si le frère est en colère, Je te jure, jamais elle n'aurait fait ça, si papa encore avait été là. et la mère, elle, pourrait être inquiète. Ne t'énerve pas comme ça, Greg. Ça commence bien. Mais moi, j'ai jamais fait de théâtre. T'inquiète pas. Y a pas besoin, c'est un jeu. Oui, un jeu où chacun fait ce qu'il peut. Un jeu où on ne peut pas perdre. Alors lisons, en solo ou à plusieurs, bafouillons à voix haute, butons sur les mots, essayons des choses, amusons-nous. Surtout, n'ayons pas peur. Dans ce jeu, les erreurs n'existent pas. On est prêt? Prête? Oui. Alors on commence. Vous me suivez? Ok. Et voilà. Merci Angèle Canu d'avoir été notre tête de lecture. Merci Dimitri de m'avoir invité. Avec Tête de lecture, notre objectif, c'est de se frotter au monde du théâtre et de vous donner tous les codes pour le rendre lisible et désirable. On vous balise le chemin qui mène jusqu'aux portes de la salle de spectacle et on vous invite à rencontrer celles et ceux qui font le théâtre d'aujourd'hui. Car on est persuadé que c'est grâce à la scène qu'on peut arriver à penser le monde qui nous entoure, à le critiquer et à en prendre soin. Approchez-vous, tendez l'oreille, ouvrez l'œil et poussez avec nous les portes du théâtre. On vous y espère nombreux, c'est notre but. C'est la fin de ce magazine pour ceux qui aiment le théâtre et ceux qui ne le savent pas encore. Tête de lecture.